L'Amérique et le monde ont perdu un dirigeant, un homme d'État et un humanitaire extraordinaire. Réaction de l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, avec son épouse dans un communiqué suite à l'annonce de la mort de Jimmy Carter, 39e président des États-Unis qui s'est éteint à l'âge de 100 ans. Pour en parler, nous sommes avec Sébastien Lévy, notre correspondant aux États-Unis, à New York. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, alors ce matin, on va faire un bilan des relations entre Israël et les États-Unis. Mais d'abord, on ne peut pas passer à côté de cette nouvelle, la mort de Jimmy Carter, ancien président des États-Unis. Joe Biden, on le sait, a instauré une journée de deuil national le 9 janvier prochain. Qu'est-ce qu'il représentait, qu'est-ce qu'il représente, Jimmy Carter, dans l'histoire politique américaine ? Alors déjà, je pense que c'est important de savoir que pour les Américains, Jimmy Carter, peut-être qu'il a été beaucoup plus populaire en tant qu'ex-président qu'en tant que président des États-Unis. Sa présidence a été marquée par une inflation, par une crise économique, par une crise de confiance des Américains dans leur pays. Et Reagan a pu arriver ensuite en vraiment redonnant du souffle à l'Amérique. Mais Jimmy Carter, depuis, s'est rebâti en fait un bilan notamment intérieur, mais surtout par ce qu'il a fait après sa présidence. C'est un président extrêmement modeste qui a finalement fait de l'humanitaire pendant les 45 années de sa vie après la présidence. Il était connu pour notamment bâtir, il y avait une organisation qu'il soutenait qui était Habitat for Humanity, et il construisait, donc il aidait la construction de logements pour les plus pauvres aux États-Unis. Donc son bilan a été quelque peu réévalué, son bilan politique, mais surtout son bilan d'homme, a vraiment été extrêmement apprécié. Donc c'est une grosse perte pour les États-Unis. Il y a une vraie tristesse ici, même si sa mort était attendue. Ça faisait quelque temps qu'il était extrêmement malade. Et on fera justement tout à l'heure un point sur la vie de Jimmy Carter et notamment son rapport assez compliqué parfois avec Israël. Alors ce matin, Sébastien, avant de faire le bilan de cette année, vous souhaitiez parler d'Elon Musk. C'était notre sujet la semaine dernière. Notamment, on disait qu'Elon Musk peut-être co-présidait les États-Unis avec Donald Trump. Je crois qu'il y a eu du mouvement ces derniers jours. Oui, il y a eu du grabuge. Alors, c'était un peu ce dont je parlais la semaine dernière, c'est que je pense qu'on est vraiment parti pour une présidence. Le temps que durera cette alliance Trump-Musk, je pense ça va être assez divertissant. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours ? C'est que Musk, finalement, a une position sur l'immigration qui est un petit peu différente de celle d'autres alliés de Trump d'extrême droite. En gros, Musk, finalement, a dit qu'il défendait l'immigration qualifiée, dont la Silicon Valley bénéficie énormément. Ce sont les fameux visas H1B, donc ce sont pour les personnes qualifiées. Et les personnes les plus à droite dans l'orbite de Trump ont dit que être contre l'immigration, c'était une position de principe. Et il ne s'agissait pas de faire venir de la main-d'œuvre étrangère, même qualifiée, pour subvenir aux besoins de la tech. Vous avez eu Musk qui a répondu en, je le cite, appelant les personnes contre lui à, je le cite, aller se faire foutre. Donc c'est extrêmement violent, tout ça sur Twitter. Donc vous avez un énorme conflit. Pour l'instant, Trump a pris parti pour Musk en disant que lui aussi voulait une immigration qualifiée, mais cette bataille n'est pas finie et je pense que ça montre exactement ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est-à-dire des conflits incessants entre d'un côté une aile Musk plutôt affairiste et de l'autre une aile MAGA isolationniste et très anti-immigration. Ça n'est que le début. Il y a pas mal de gens ici qui disent c'est bien, ouvrons les pop-corns parce qu'on va bien s'amuser et je pense effectivement que ça va être assez divertissant. Ce n'est que le début effectivement et on suivra ces développements politiques avec vous. Alors, le thème de cette matinée, de cette chronique, c'est évidemment le bilan de cette année 2024 dans les relations entre Israël et les États-Unis. Nous sommes le 30 décembre, Sébastien Lévy. C'est important de dire d'abord que là, le lien entre Israël et les États-Unis a toujours été indéfectible. C'est une alliance indéfectible. Oui, et je pense que l'année 2024, finalement, a montré ce lien indéfectible, ce lien bipartisan. Je donnerai quelques exemples. La première chose la plus importante, c'est que cette guerre n'aurait pas pu continuer sans l'afflux continu d'armes en provenance des États-Unis envers Israël. Il y a également eu une protection diplomatique permanente de la part des États-Unis envers Israël, notamment à l'ONU. Vous avez eu aussi des choses plus symboliques. Dans les deux conventions des partis démocrates et républicains, vous avez eu des familles d'otages israélo-américains qui sont venus parler. Vous avez eu au cours de la campagne, finalement, l'accusation la plus infamante, c'était de dire quel est le parti le plus anti-israélien. Et chaque parti disait non, mais pas du tout. Regardez, nous défendons Israël. Donc clairement, cette alliance, elle est forte, elle est indéfectible. Ça n'a pas empêché des tensions dont on va parler. Mais sur le fond, je pense que c'est très important de rappeler, cette alliance, elle est forte, elle ne va nulle part. C'est ce qu'on appelle le unshakable bond entre les
les États-Unis et Israël. Je pense que c'est d'ailleurs extrêmement rassurant pour Israël de savoir que ce lien est très très fort, au-delà des vicissitudes personnelles qu'il peut y avoir entre Biden et Netanyahou par exemple, au-delà du contexte politique électoral, cette alliance, elle est très forte et 2024 l'a montré. Et une année toutefois marquée, vous le dites, par ces tensions entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden dans un contexte aussi électoral très tendu. Bien sûr, c'était une année électorale, et évidemment dans un contexte électoral où vous avez une aile gauche du Parti démocrate qui s'éloigne de plus en plus d'Israël, vous avez eu énormément de pressions qui ont été mises sur Biden et son administration de se distancier d'Israël, de couper les armes à un moment donné. Biden n'a pas voulu le faire. Vous avez eu de la part de Benjamin Netanyahou parfois un double langage il a pu parfois être d'accord en disant certaines choses en anglais à Blinken et dire d'autres choses en hébreu. Parce qu'en fait, Benjamin Netanyahou avait tout intérêt à affaiblir quelque peu Joe Biden et éventuellement favoriser le retour de Donald Trump. Donc il y a eu des moments un petit peu tendus. Je peux en citer quelques-uns. Vous avez eu des tensions autour de Rafah, par exemple, autour de mars ou du mois de mai, où Joe Biden a dit attention, je continue la livraison d'armes, sauf les missiles de 2 tonnes. Benjamin Netanyahou s'en est servi en disant mais regardez, les États-Unis nous empêchent de faire le job. Vous avez aussi usé des otages en juillet, Benjamin Netanyahou qui aurait donné son accord à Blinken avant quelques semaines plus tard de dire qu'attention, le corridor de Philadelphie était important. Donc vous avez eu d'énormes crispations entre les deux hommes, entre Biden et Netanyahou, mais ça n'a jamais, encore une fois, mis en cause l'alliance. C'est d'autant plus admirable, je pense, de la part de Joe Biden, que Joe Biden, d'un point de vue électoral, jusqu'à ce qu'il ne soit plus candidat à fin juillet, aurait eu tout intérêt à se distancier d'Israël. Il ne l'a pas voulu. Je rappelle juste un chiffre. Parmi les électeurs juifs américains, Benjamin Netanyahou a une cote de popularité de 32%. Donc Benjamin Netanyahou est très impopulaire auprès des juifs américains. Ça n'a pas empêché Joe Biden d'exprimer un certain agacement, exaspération envers Netanyahou, mais ça n'a jamais déteint sur autre chose. Et de la même façon, autant Benjamin Netanyahou a parfois critiqué Joe Biden publiquement ou de façon privée, mais lorsque les enjeux étaient véritablement importants, les deux hommes ont trouvé un accord pour ne pas laisser ces petits conflits personnels ou tactiques empiéter sur la relation israélo-américaine. Et on se dirige là à présent avec l'investiture de Donald Trump, Sébastien, peut-être vers une nouvelle réalité politique et diplomatique. On sait que Benjamin Netanyahou attendrait, en tout cas c'est ce que disent les observateurs, l'arrivée de Donald Trump pour frapper l'Iran notamment, ou en tout cas frapper des intérêts iraniens. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Benjamin Netanyahou est très content que Donald Trump arrive. D'abord, les deux hommes ont à peu près une vision du monde assez similaire sur un certain nombre de sujets, notamment sur la notion d'état de droit. Ce sont des gens qui se méfient des contre-pouvoirs comme les médias ou comme la justice. Ils rejoignent ainsi des gens comme, par exemple, Modi en Inde, donc c'est à peu près la même mouvance. Et puis sur le fond, sur le plan diplomatique, Benjamin Netanyahou attend effectivement une carte blanche par rapport à l'Iran et par rapport à d'autres sujets dans la région. Il n'est pas sûr que ses vœux soient exaucés, on en a déjà parlé ici, parce que d'un côté, vous avez Donald Trump qui a nommé des personnes extrêmement pro-droite israélienne, comme Mike Huckabee, ambassadeur des États-Unis en Israël, mais vous avez aussi le Donald Trump quelque peu imprévisible et surtout qui veut apparaître comme un homme de paix. Et il n'est pas impossible que finalement, dans une espèce d'ironie de l'histoire, que Donald Trump impose un cessez-le-feu à Benjamin Netanyahou, ce que finalement Joe Biden n'a pas osé faire, parce qu'on le sait, Donald Trump a une approche beaucoup plus transactionnelle que Joe Biden par rapport à Israël. Donc oui, il y a clairement une vision du monde qui est plus proche de la part de Trump, mais c'est encore extrêmement flou et beaucoup de gens attendent les premiers pas de Donald Trump. Ce qui est sûr, on en a déjà parlé ici, il est fort possible que Benjamin Netanyahou aimerait offrir finalement une victoire diplomatique à Donald Trump, et on peut espérer pour le bien de tous que ça se traduise notamment par un accord sur les otages avant le 20 janvier. Ça serait évidemment une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais je voudrais appuyer sur un point, c'est qu'il est fort possible qu'à court et moyen terme, les relations d'État à État entre Israël et les États-Unis soient plus apaisées encore que sous Biden, parce que vous n'aurez pas sans doute les petits conflits que vous avez eus. En revanche, il y a un chiffre dont je voudrais parler. 75% des Juifs israéliens soutenaient Trump contre Harris, 75% des Juifs américains soutenaient Harris contre Trump. Donc il est possible que vous ayez des relations d'État à État beaucoup plus favorables. En revanche, vous avez sans doute chez beaucoup de Juifs américains une certaine colère envers Netanyahou. On a parlé de sa cote de popularité. Et il est possible que si demain vous ayez une relation très étroite entre le gouvernement israélien et le gouvernement Trump, vous ayez un arrière-goût pour les Juifs américains et un certain éloignement que vous pouvez avoir non pas entre Israël et les États-Unis,
mais entre les juifs américains et les juifs israéliens. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faudra observer dans les prochaines années. Eh bien, merci beaucoup pour ce bilan très complet, Sébastien Lévy. Merci d'avoir été avec nous, notre correspondant à New York, aux États-Unis. On rappelle évidemment l'information principale de cette journée en Amérique, c'est la mort de l'ancien président Jimmy Carter à l'âge de 100 ans, le 39e président des États-Unis qui s'est éteint effectivement. Et on parlera tout à l'heure avec Eva justement de ces liens aussi un petit peu complexes qui n'ont pas toujours été faciles avec Israël. Ce sera dans une dizaine de minutes environ. Vous restez avec nous sur Radio J. Tout de suite, c'est le journal avec Eva Soto.